bonjour, on est lundi 27 novembre, il est 12h32 et vous êtes bien dans le ZCL News. Aujourd'hui, on sera ensemble jusqu'à 14h et on va recevoir différents invités, dont Monsieur Mado, donc, qui est président de la commission département culturel, gestion du patrimoine du conseil départemental, qui est déjà sur le plateau. Il nous parlera d'un événement Ontiziédou. On va revenir sur cet événement tout à l'heure. Et on aura aussi parmi nos invités un plateau riche, en fait, qui va être l'occasion de parler de la lutte contre la récidive avec Valérie Moussef, Nathalie Rambert et Caroline Alix qui vont animer un débat, justement une édition spéciale en lien avec cette lutte contre la récidive, les moyens à mettre en place et qui sont déjà mis en place. On verra aussi avec Edith Evrilius, présidente de la commission TPE à la CCI des îles de Guadeloupe, les nuitées du droit, donc un événement qui aura lieu cette semaine, ainsi que notre chroniqueuse, donc graine de créateur, Anansa Devouton, chroniqueuse qui nous parlera d'argent et de richesse. Au niveau des informations du jour, on reviendra sur la marche blanche qui a eu lieu ce week-end à Port-Louis en hommage à Gary Dick, donc, qui a été tué, et donc ce sera l'occasion de revenir sur la lutte contre cette violence. On a aussi notre journée qui a eu lieu ce 25 novembre, donc pharmaceutique, avec les syndicats, le syndicat départemental des pharmaciens qui parlera de l'évolution de ce métier. On reviendra aussi à l'EHPAD de Sainte-Rose où s'est déroulé un marché de Noël avec les résidents, l'occasion de mettre de la vie dans ce lieu avec ces seniors, et forcément on parlera de l'enterrement de Henri Bangou. Donc les obsèques ont eu lieu ce week-end avec une veillée et un enterrement ce dimanche. Voilà pour les titres du journal. On va développer le premier titre justement en lien avec cette marche blanche organisée contre la violence en hommage à Gary Dick. Donc à Port-Louis ce samedi, un homme qui a été tué par balle, donc un homme de 33 ans assassiné le 7 novembre dernier. C'était l'occasion pour les proches et différents soutiens de voir justement cette journée pour dénoncer les actes de violence par arme à feu que l'on déplore trop souvent en Guadeloupe. Le cortège était composé de différentes personnes, parents, amis, voisins. On va voir un reportage de Michel Depape. Alors cette marche, c'est une manière pour nous de montrer notre indignation face à, j'ai envie de dire, un meurtre de trop, de plus et de trop. Et trop souvent dans notre petit département, nous sommes confrontés à une violence, j'ai envie de dire, sur laquelle on ne peut pas mettre de mots, qui laisse donc de la tristesse dans les familles, des uns et des autres. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une manière symbolique de manifester pour la paix, pour la non-violence en tout cas, et de montrer comment on s'indigne contre de tels actes barbares qui malheureusement ne font pas du bien à notre société. On a l'impression qu'au lieu d'avoir un cœur dans la main, c'est une arme qu'on a dans la main. Nous avons organisé cette marche afin de lutter contre les violences qui sont faites régulièrement, en tout cas ici chez les jeunes en Guadeloupe, afin d'éviter en fait que se renouvelle ce type d'incident. Parce que les familles sont endeuillées, les familles des jeunes qui se retrouvent en prison sont dévastées. Donc aujourd'hui, on a organisé cet événement afin de lutter justement contre la délinquance, entre guillemets, et surtout les mauvais choix. Et voilà, on dit une marche de plus. On espère que les jeunes vont prendre conscience. Et ça fait mal. Et aujourd'hui, pour nous, donc c'est une manière de dire que c'en est assez. C'est certainement une marche peut-être de plus ou de trop, diront certains. Mais je crois que cette marche doit servir à conscientiser, réveiller encore les consciences concernant l'éducation de nos enfants, concernant la base même, les fondements de moralité, de spiritualité qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus présents dans notre société, et le résultat il est là. Et comme je le disais à quelqu'un, pour moi donc aujourd'hui toutes les marches blanches qui auront lieu, je dois y prendre part, de manière à vraiment nous indigner contre la violence particulièrement et contre ces actes de barbarie dans notre département.
Voilà, pour rappel, en fait, 10 jours après l'assassinat donc de Gary Dick, 2 suspects ont été rattrapés. Ils ont été mis en examen pour assassinat et complicité. Ils sont derrière les barreaux et c'est un différend qui opposait apparemment la famille à celle de la victime. Voilà. On revient sur la journée pharmaceutique qui a été organisée par le syndicat départemental des pharmaciens. L'occasion de revenir sur l'évolution de ce métier qui devient de plus en plus opérationnel avec l'utilisation du numérique, la vaccination. Ils sont au cœur de la santé et on va voir un reportage justement de Olivier Mouradel. Aujourd'hui, les choses ont évolué et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est important aujourd'hui qu'une entreprise guadeloupéenne puisse montrer aux pharmaciens de notre département ce dont nous sommes capables. On n'a rien à envier aux autres. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour dire aux pharmaciens, on vous offre déjà, nous sommes un peu comme le Virapic. Vous savez, le Virapic, c'est un produit local. Nous sommes un peu le Virapic dans le monde de la mutualité, une entreprise locale de qualité, qui a 43 ans et qui va le démontrer aux pharmaciens de plus en plus. Je suis très contente d'être là. Ça me permet d'être au point pour 2024, puisque nous avons de nouvelles missions. La pharmacie va évoluer. Donc je voulais vraiment être au point pour savoir ce que le gouvernement attend de nous pour pouvoir être plus opérationnel. Alors nous devons être au point au niveau du numérique, au niveau aussi de tout ce qui est nouveauté au niveau de la vaccination. Et vraiment la pharmacie évolue. Maintenant, on a la vaccination, donc vous voyez que au fil du temps, la profession a évolué. On est devenu des acteurs, des acteurs de la santé et bientôt, dans un avenir relativement proche, on pourra, dans certains cas, prescrire des médicaments dans le cadre d'angines, par exemple, dans le cadre de l'infection urinaire, également aussi faire des renouvellements beaucoup plus rapprochés avec des ordonnances même qui sont déjà périmées. Donc c'est dans les tuyaux et c'est dans un avenir assez proche. Ça demande déjà que le pharmacien soit formé, puisque pour pouvoir mettre ça en place, il faut de la formation. Il faut aussi que le personnel de la pharmacie, les collaborateurs soient formés à ces nouvelles pratiques, tout à fait. Et c'est aussi, cette journée s'inscrit dans ce cadre-là. Nous nous formons, nous devons également former nos équipes pour toujours être au top dans la profession, puisque nous sommes quand même chargés de la santé de nos compatriotes, des Guadeloupéens, donc nous devons toujours être au point au niveau connaissance. Nous sommes pratiquement la seule profession où nous pouvons, où la population peut s'adresser à nous à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, et nous demander des conseils au niveau de leur santé. Voilà pour cette journée dédiée aux pharmaciens. On va revenir sur le reste de l'actualité tout à l'heure et on va recevoir maintenant monsieur Michel Mado, donc président de la commission développement culturel et gestion du patrimoine au conseil départemental. Bonjour. Et vous allez nous parler aujourd'hui de Ontiziedou, donc qui est un concept qui met en lumière donc des figures emblématiques de la Guadeloupe, du patrimoine culturel guadeloupéen. Est-ce que du coup vous pouvez nous expliquer un peu plus l'initiative qu'il y a derrière et comment ça a contribué à mettre en lumière nos En réalité, c'est vrai qu'en Guadeloupe, nous sommes un pays où l'amour posthume est généralement le plus exprimé, c'est-à-dire on attend que des personnes qui ont œuvré pour le pays partent pour reconnaître leur talent. Mais depuis cette rentrée du mois de septembre, nous avons pris ce pari, cet engagement de manière régulière chaque mois. Honorer, remercier un enfant du pays qui a œuvré, qui continue à œuvrer dans l'axe culturel et patrimonial. Nous avons commencé avec Ernest Pépin au mois de septembre, ensuite le docteur Léna Blou au mois d'octobre. Là, ce mois de novembre, nous avons fait le choix d'honorer Anzala, Yvon Auberge Anzala, patrimoine, figure emblématique du Goka. Et il y en aura d'autres, mais chaque mois, chaque fin de mois comme ça, nous avons dit en Guadeloupéen, si on a pays là, nous avons dit merci pour ça fait, nous avons dit continuer et travailler en ce sens-là, ça quoi. Donc Ontiziedou, c'est ça, c'est la reconnaissance, la gratitude et l'amour que l'on a pour ces enfants du pays. Sur quels critères vous sélectionnez en fait les personnes que vous mettez en lumière? Il n'y a pas de critères, c'est-à-dire qu'à un moment l'œuvre des hommes et des femmes parle seule, et quand on voit ce que ces personnes laissent
laisse dans l'héritage guadeloupéen, c'est naturellement qu'on a constitué une grande liste où il y a une trentaine aujourd'hui, déjà rien que ça. Donc on voit de manière mensuelle une trentaine d'enfants du pays que l'on souhaite honorer et remercier. Et toutes branches confondues, hein, c'est-à-dire artistes, personnes qui ont œuvré dans le milieu associatif, même toujours autour de l'art, la culture, le patrimoine. Et c'est vrai que très souvent on nous dit ouais, mais ont payé de chaîne, qui j'en doit faire ça? Et bien pourtant on peut déjà tenir au moins 2 ans avec des enfants du pays qui voilà, des enfants du pays qui méritent cette reconnaissance. Et c'est vrai qu'il ne faut pas attendre un monde aller, même si c'est pas une invitation à ce qu'ils partent, mais il ne faut pas attendre un monde aller pour dire comme ça merci pour travailler là et fait là. Et ce sont, pour la plupart, ce sont des personnes qui ont ouvert des branches et qui continuent à œuvrer pour la postérité. Donc c'est le minimum, Montisiédou, c'est ça nous doit être fait, vraiment. Et donc vous avez choisi donc Yvon Nzala pour ce mois-ci de novembre. Voilà. Pourquoi vous avez choisi cet artiste-là en particulier? Alors, quels apports il a pu faire significatifs? Yvon, quand on voit la longévité de l'artiste, et Yvon c'est une figure, comme je disais, emblématique, travaille là, il fait là dans Gros Kala, nous ni des morceaux, Diabla.yo, Soso, Loto là, Loto Rouge là, Diadier, nous ni un lot morceau Yvon fait. Et nous avons une liste d'artistes de Gros Kala que l'on veut honorer. Et bien, le choix s'est porté sur celui-là. Aussi, il y a cette répartition sur le territoire, ne pas rester que sur la zone pointoise, partie en Grande Terre, partie en Basse Terre aussi. Et c'est vrai que là, donc le choix a été sur la Grande Terre. Yvon Nzala, un enfant du moule. Mais la liste est encore longue. Nous, Moun Saint-Anne pour nous dire merci. Nous, Bébé Rospa aussi, toujours en Goka. Et rien que là, on a déjà une belle liste d'artistes, d'enfants du pays à honorer. Et donc quelque part on est obligé de faire, je vais pas dire par élimination, mais par logique sur le territoire, pour dire que tantôt on va là, mais c'est une belle liste et ce sont des personnes qui font la fierté de la Guadeloupe, quoi. D'accord, donc le Gros Kala, c'est une façon aussi de promouvoir le Gros Kala qui fait partie du patrimoine immatériel de la Guadeloupe. Vraiment, et puis c'est musique en nous. C'est musique en nous. Malheureusement, nous pas ni tant fait pour gérer local aussi. Mais quand on sait le combat que l'on doit mener pour nos musiques traditionnelles, pour nos artistes, pour nos intellectuels, ben c'est tout logiquement qu'aujourd'hui on se dirige. Mais je parle d'Yvon Nzala, je parle de Geoffroy, je parle des Geoffroy, je parle des Narbois-Dur, je parle aussi d'Yves et Jacqueline Toll, Bébé Rospar, je l'ai dit, nous n'y a le monde qui nous doit être dit merci, et qui est en gros cas, et des gens qui font bel travail, nous n'y Pierrot Naouman aussi, et c'est des gens qui font l'école en plus, donc c'est d'autant plus l'importance aujourd'hui de leur dire ce merci afin qu'on puisse vraiment glorifier leur transmission aussi. Alors dans les arts visuels, nous avons beaucoup d'artistes aussi, notamment monsieur Michel Rovelas aussi. En littérature, bien sûr, on a commencé par Ernest, on a la danse avec Léna qu'on a fait, donc il y a vraiment une belle liste. Il y a un Tiziédou très prochain qui me tient à cœur aussi, c'est pour quelqu'un qui a œuvré sur la Basse-Terre et la Côte-sous-le-Vent, quelqu'un d'exceptionnel aussi et qui mérite cette gratitude aussi. Donc je veux dire, on est à l'aise aujourd'hui. Et puis le conseil départemental les doigts dans ses bottes, c'est vraiment sa prérogative en termes de patrimoine, de culture, de promouvoir, de glorifier, d'honorer ces personnes, quoi. Et c'est vraiment, justement, oui. Par rapport à ça, le département, c'est vrai qu'il a encouragé les artistes locaux, mais justement, quelle est l'idée générale de cet accompagnement, enfin des artistes, pas seulement sur Antigiédou, mais un peu plus... On a un engagement multiforme, c'est-à-dire aussi bien sûr l'enseignement artistique, alors la valorisation du patrimoine aussi, le fait de donner les conditions au milieu culturel et artistique pour pouvoir s'épanouir, et là on parle d'expression scénique, on parle d'expression artistique, on parle aussi à travers les résidences de création, les résidences que l'on fait de création et de pouvoir exporter aussi. On a notre politique mémorielle aussi que l'on veut valoriser aussi. On a cette politique archivistique où encore on est très présent. Nous avons en termes d'histoire, même d'archéologie aussi, là aussi il y a un pan à adresser, donc il est multiforme et sur tous les secteurs on se doit d'être à fond en fait, parce que la culture, l'art de manière générale n'est pas quelque chose que l'on peut trier pour prioriser, mais il faut être simplement présent sur tous les axes. Et là, quand on parle de patrimoine, afin qu'on puisse vraiment construire ce pays, il faut que les générations qui arrivent, mais qu'elles sachent qu'avant il y a eu un tel qui a fait ça, quelles sont les œuvres, et quel est l'impact. Et donc c'est tout naturellement qu'avec le président Losbar, nous avons défini une politique qui est d'être présent sur tous les fronts.
et d'aider les artistes à éclore, d'aider les artistes à promouvoir leur travail. C'est pas spécialement évident parce qu'il faut être présent pour tous et généralement en même temps, mais la volonté y est. Et Antisiedou, c'est cette ponctuation qui vraiment, c'est cette petite virgule, ce petit soupir qui dit au fait tiens, merci pour ce que tu as fait, et nous qu'à continuer nous à disposition à ces artistes là, ça aussi intellectuels de manière générale quoi. D'accord. Et justement, avec les scolaires, est-ce qu'il y aurait une connexion qui pourrait se faire justement avec ces figures-là La collaboration a commencé avec les scolaires pour ce qui est des résidences d'artistes, oui. Et pour aussi les masterclass que l'on souhaite faire, c'est-à-dire que là, nous avons Jacques Schwarzbart qui est venu au mois d'octobre, et aussi il y a eu cet échange avec les scolaires, il y a eu un groupe de jeunes avec qui il a travaillé pendant 4 jours aussi. Donc ce sont des opérations que l'on va prolonger pendant l'année 2024 aussi, avec d'artistes d'autres horizons. Et si pour Jacques la logique était la suivante, c'est-à-dire Jacques il enseigne à Berkeley, prestigieuse académie aux États-Unis. Si Jacques enseigne à Berkeley, il peut quand même enseigner pour ses petits frères guadeloupéens. Donc la logique a été celle-là. Et nous n'y en l'eau d'autres. Je pense à monsieur Alain Jean-Marie aussi, qui a toute notre reconnaissance et notre gratitude aussi. Et je pense à plein d'autres personnes. Je pense à Thierry Fanfan, je pense à Jean-Philippe Fanfan, je pense à Sonny Troupé aussi. Nous avons aujourd'hui, la Guadeloupe peut être fière aujourd'hui de ce vivier, de ce talent. Et ces enfants qui ne demandent en fait qu'à transmettre et qu'à donner le meilleur d'eux-mêmes aux jeunes générations. Et en ce sens, le conseil départemental est vraiment à côté de nos artistes, à côté de ce milieu artistique et culturel pour vraiment se renforcer et puis voilà, c'est solidifier cette identité guadeloupéenne qui brille urbi orbi quoi, voilà. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, donc à 19h, il y a Antisiedou, donc avec Auberge Nzala, ouais. Voilà, donc c'est Encanla, restaurant Encanla aux Abîmes, donc avec une manifestation qui lui rend hommage. Est-ce que c'est ouvert au public? Oui, c'est ouvert au public. N'oubliez pas qu'on bitait select. En même temps, c'est ouvert jusqu'à ce que, c'est-à-dire une fois que la jauge est remplie, mais on n'est pas fermé du tout parce qu'au contraire, et faut Guadeloupéens savent ça qui taille, faut Guadeloupéens savent qu'à nous qu'a fait, et faut Guadeloupéens aussi vrai et c'est mettre à manioc là ça quelque part pour yo présent, pour yo témoin. Donc c'est vrai que c'est une soirée de remerciements, d'hommage, et dans laquelle on retrouve des prestations artistiques, aussi des témoignages de proches de l'artiste et aussi cette remise de cadeaux. Après, il y a une partie protocolaire, mais qui est normale, c'est du fait que les institutions soient là. Mais assez bizarrement, la partie protocolaire n'est pas lourde parce que l'artiste a besoin de ce soutien. Et je ne vais pas dire qu'il a besoin de cette reconnaissance, mais en tous les cas, il sort fortifié du fait que les institutions à côté, que ce soit le département, la région, la collectivité municipale ou même les services de l'État, soient là pour dire on reconnaît votre travail et merci et continuez, et nous là, et ça c'est important. Je me souviens de l'intervention de Lina Blue quand on l'a remercié pour le petit Ziedou, et c'était important puisque même moi en tant qu'artiste je le reconnais, on a très souvent besoin de ce coup de main ou ce coup de pouce, qu'il soit discret ou pas, mais pour dire merci, continue, on fait confiance, et en tous les cas on reconnaît le travail. L'artiste il a la tête dans le guidon, encore plus s'il s'agit de pédagogues comme Léna, encore plus s'il s'agit d'intellectuels écrivains comme Ernest et, ou Michel Rovelas ou bien d'autres, ou je crois que Jacqueline et Yves Toll, ils ont toujours les Saint-Germain, les vététas pour garder. Et en fait, c'est la reconnaissance, la plus belle reconnaissance, c'est quand ils transmettent. Et les nous qu'à voir aujourd'hui, qu'un l'autre Simone apprendre à danser grâce à Léna Blue, qui lui-même apprend par rapport à Jacqueline Toll, je crois qu'on touche quelque chose de formidable, qui est, voilà, et ça c'est extraordinaire, et on se doit, nous, collectivités départementales, de vraiment promouvoir, de garantir cette cohésion et d'offrir cette reconnaissance qui est tout à fait normale, quoi. D'accord. Donc ce besoin ça répond à un besoin de reconnaissance des artistes, mais est-ce que je veux dire, il y a un soutien après, financier? Mais tout est une question de projet, et en tous les cas, que ce soit dans l'enseignement artistique et culturel, que ce soit dans l'expression ou la valorisation ou l'export même, la collectivité départementale, en tout cas la commission développement culturel que je préside, on est vraiment là à côté, et moi plus que d'autres j'ai pas le droit à l'erreur, et je tiens vraiment à ce que le milieu, le tissu culturel artistique soit vraiment en tout cas épaulé, aidé, et puisse s'exprimer de la manière la plus libre et naturelle, quoi. D'accord. Donc à part
cet événement d'aujourd'hui. Le prochain Ontisier-Doux, ça sera... Ce sera fin décembre. Est-ce qu'on peut révéler ou pas encore? Ce sera sur la Basse-Terre. Sur la Basse-Terre. Côte-sous-Louvain, Basse-Terre. Je crois que tout le monde pose la question. Et ce sera un Ontisier-Doux qui me tient beaucoup à cœur. Parce que c'est quelqu'un qui a... on parle bien du prochain, c'est quelqu'un qui a vraiment... travaillé pour la cohésion, il a tout seul, à lui tout seul, c'est quelqu'un qui a dynamisé toute la Basse-Terre et la Côte-sous-le-Vent. C'est un homme exceptionnel et qu'on doit remercier, en tous les cas, à qui on doit témoigner tout notre amour et toute notre gratitude, quoi. D'accord, donc on n'a pas le nom, mais il faudra revenir je pense que les gens reconnaîtront, mais je ne veux pas dire, parce que c'est quelqu'un qui est d'une telle discrétion, je ne veux pas qu'il se dise « wow, il m'a pâti » et qu'il parte ou comme par hasard, il va trouver une excuse, mais c'est quelqu'un qui est extraordinaire, d'une extrême discrétion. Je vois Anzala, par exemple, Anzala Pajem, des Mounayens, il fait travailler, et Ernest pareil, Léna pareil, et toutes les personnes que l'on a listées, qu'on pressent en tous les cas pour ce Ontisier-Doux, mais ce sont des personnes d'une grande humilité, quoi. Et si nous pas chercher eux, même ils dire rien, mais il faut vraiment qu'on leur dise merci et que la Guadeloupe sache tout ce qu'ils ont fait, quoi. D'accord. En dehors de cet événement, le département, qu'est-ce qu'il y a comme actualité Alors, au mois d'octobre, comme je le disais, on a prévu le concert de Jacques Schwarzbart avec la masterclass, la restitution, mais qui est reporté au 15 décembre. D'accord. Donc le concert de Jacques Schwarzbart au Fort d'Elgrès le 15 décembre. Au mois de janvier, nous avons Vibration, qui est un spectacle de musique dite urbaine, en fait, reggae, dancehall, hip-hop, la culture hip-hop, voilà, qui a été reporté. Ce sera en janvier. Nous aurons Ontisier-Doux spécial au mois de janvier aussi. Et de la même manière, le département est partenaire avec Cinestar et le Yacht pour un concept qui s'appelle La Séance, où chaque mois aussi, il y aura un concert dans des conditions mais très respectueuses au Cinestar. Et ces concerts seront aussi l'opportunité de présenter des jeunes talents de la Guadeloupe. Alors, ça peut être des jeunes danseurs, des jeunes peintres, des jeunes musiciens aussi, en première partie du concert avec la tête d'affiche. Et là encore, le département s'investit aux côtés de nos écoles d'art, aux côtés des artistes pour pouvoir promouvoir leur talent et promouvoir leur art. On a un grand projet qui aura lieu, je ne vais pas trop dire, peut-être au mois de mai aussi, autour de Michel Rouvelas aussi. Le calendrier est bien plein. Donc, et là, l'occasion de revenir pour parler de toute cette actualité là. Vraiment, c'est quelque chose de très, très prenant parce qu'il y a beaucoup d'actions chaque mois, c'est très prenant, mais la Guadeloupe le mérite, vraiment. D'accord, merci d'être venu en tout cas, et bonne soirée pour ce soir. Donc Ontisier-Doux, on aura sûrement quelques échos après sur Canal 10. Voilà, donc on va faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure pour la suite des invités et de l'actualité. Bonjour, donc il est 12h59, on revient sur la deuxième partie du ZCL et nous avons déjà en plateau donc Valérie Moussevs qui est directrice du centre de détention de Bumahou. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée. Et Caroline Alix, avocate criminologue, on va revenir sur vous pour parler de la lutte contre la récidive. Donc ce sera l'occasion de parler de ça dans un débat. On va revenir déjà dans un premier temps sur l'actualité. On a déjà traité le sujet de la marche blanche qui s'est déroulée ce week-end sur Port-Louis ainsi que de la journée organisée par le syndicat départemental des pharmaciens. On va revenir sur Sainte-Rose où un marché de Noël s'est déroulé à l'EHPAD Les Roses de Lima, justement pour permettre aux résidents de partager leur lieu de vie, leur cadre, ainsi que favoriser les échanges avec les familles autour de produits artisanaux. On va voir un reportage de Vianney Valverde. C'est un moment festif pour nous, pour les résidents. Donc depuis le matin, depuis la veille même, on commence à les préparer, à les mettre en mode festif, à les maquiller, les plus jolies robes aussi, pour que les parents puissent les voir et qu'ils voient les parents. Et puis on essaie aussi de faire venir un public pour qu'ils puissent voir comment ça se passe à l'EHPAD.
et que c'est un lieu d'envie, un lieu de vie et que ça donne envie en fait. C'est une manifestation qui se déroule pour la deuxième fois cette année. L'objectif en fait est d'ouvrir les portes de l'établissement aux personnes de l'extérieur pour qu'ils puissent voir un peu le cadre de vie des habitants. C'est une opportunité aussi pour les familles pour un temps d'échange, pour rendre visite à leurs proches et également pour les habitants de montrer leur production, des objets qu'ils ont pu fabriquer lors de différents ateliers tout au long de l'année. Le premier enjeu, c'est que nos habitants puissent avoir une manifestation digne des fêtes de Noël en Guadeloupe, qu'ils puissent participer à un événement comme s'ils étaient à la maison, parce qu'ici à l'EHPAD, ils sont chez eux. Et comme tous ne peuvent pas aller au marché, du coup, on a emmené le marché à eux. Voilà, Noël est tout proche et les préparatifs sont déjà en cours. On va revenir sur les obsèques de Henri Bangou, donc ancien maire de Pointe-à-Pitre, qui ont eu lieu ce dimanche. Un hommage était vraiment rendu dans toute la ville et donc c'est l'occasion de revenir sur cet événement qui a eu lieu ce week-end avec Olivier Moradel. Voilà pour les titres de l'actualité. On va enchaîner donc avec notre sujet qui est donc la lutte contre la récidive. Et donc Caroline Alix, qui est notre chroniqueuse, a eu cette volonté de parler de ce sujet donc avec Valérie Mousseft, qui est directrice du centre de détention de Bemao. Bonjour et bienvenue sur le ZCL. Merci d'être parmi nous. On va pouvoir parler justement de cette période d'insécurité qui a cours en Guadeloupe et donc l'idée c'est de pouvoir préserver donc à la fois la justice mais aussi l'environnement social en la Guadeloupe. paix sociale en Guadeloupe. C'est ça. Et donc, si on peut voir quelle est la chaîne judiciaire qui se met en place par rapport aux détenus après leur détention. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces personnes au mieux, j'imagine. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut justement profiter de cette chronique pour parler de qu'est-ce qui se passe après la prison ? Alors non seulement après la prison, mais le but de la lutte contre la récidive, c'est aussi après une condamnation. Lorsque la sanction tombe au tribunal, les avocats que nous sommes ont fait une partie du travail, mais après il y a une prise en charge tout au bout de la chaîne de la justice qui est très méconnue, dont on parle peu et en fait qui est cruciale pour travailler sur le retour dans la vie civile. Et il y a des gens extraordinaires comme Madame Moussef et Madame Rambert que j'admire, qui ont à cœur de faire en sorte que ces personnes laissées pour compte, parfois marginalisées, elles repartent avec des outils solides dans la vie pour pouvoir se construire et se développer intelligemment. Et je voulais les mettre à l'honneur dans cette émission. Oui, justement, on en a parlé la semaine dernière aussi, qu'il y avait des entreprises qui étaient venues dans la prison pour justement préparer cette réinsertion. Quels sont les moyens en dehors de cet peut-être événement ponctuel qui a été mis, les moyens mis en œuvre pour lutter contre les récidives en milieu fermé ? Alors, on imagine souvent la peine de prison en fait comme un lieu isolé de la société, alors que nous, on voit autre chose dans la prison, c'est-à-dire qu'il s'y passe énormément de choses. On a énormément de publics et intervenants de la vie civile qui interviennent. On a énormément d'intervenants d'administration qui sont là au quotidien, à côté des personnels pénitentiaires, pour pouvoir justement apporter des apprentissages aux personnes détenues. Vous avez parlé du travail pénitentiaire. Effectivement, le centre pénitentiaire a accueilli jeudi dernier le Tour de France pénitentiaire, parce
parce que nous ouvrons 4 nouvelles activités de travail pour les personnes détenues, 2 sous forme de chantier d'insertion, un call center qui est quand même un outil extrêmement moderne de travail. Voilà, et on a ouvert aussi un CAP commerce là en septembre, et on a bien entendu plein d'autres projets. Donc en fait, l'idée de la prison, c'est mettre en place des apprentissages pour les personnes détenues, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau art, que ce soit au niveau culture, que ce soit au niveau travail, pour en fait permettre à la personne détenue qui est enfermée de faire de la peine d'emprisonnement une peine utile, qui ait du sens, et surtout pas une peine où on exclut de la société, où il ne se passe rien. D'accord. Donc c'est comme un tremplin en fait pour la vie d'après. En fait, c'est ça, de préparer aussi la vie d'après. C'est ça. En fait, on isole les personnes en les mettant derrière nos murs en fait, du centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est isoler la personne détenue de son parcours et rompre avec le parcours de délinquance et permettre en fait à la personne de se rendre compte qu'elle a un autre potentiel, qu'elle a des compétences. Souvent, ce sont des personnes en situation d'échec qui ont raté certaines choses, ou en tout cas qui sont vraiment qui ont une faible estime d'eux-mêmes, qui sont en difficulté dans tous les aspects de leur vie. Évidemment, la prison, c'est quand même la peine infamante par excellence, qui est difficile à vivre pour l'entourage, pour la famille, pour les amis, pour tout le monde. Et nous, on essaie de dire, vous en êtes là, autant en faire un moment constructif, intéressant, avec du sens, qui vous permette de rebondir et qui vous permette surtout de préparer l'après pour que l'après soit beau, pour que l'après soit meilleur. Parce que la liberté, c'est pas simple. La liberté, il faut trouver un travail, il faut s'occuper de sa famille. La liberté, c'est loin d'être simple. Donc nous, on essaie de mettre en place des outils par plein de moyens différents, dont la lutte d'ailleurs contre les violences, on en parlera peut-être si vous le souhaitez, mais qui est vraiment, à mon avis, l'enjeu fondamental de notre détention. Comment arriver à régler ce problème de violence qui est quand même souvent prédominant, pour que l'après ne permette à la personne d'être bien dans sa vie et bien en phase avec la société guadeloupéenne. Un sujet que vous voulez aborder, c'est l'apprentissage du cadre en lien avec les surveillants. Comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est pas forcément facile à vivre pour certains de retrouver un cadre. Alors comment vous pouvez nous témoigner de comment ça se met en place. Voilà. Alors effectivement, la personne détenue, souvent quand elle vient, il y a des problèmes importants. Alors ça dépend évidemment des personnes, mais il y a des problèmes de gestion des émotions, gestion des frustrations, absence de limites intégrées, qu'elles soient pénales, civiles, etc. Et donc on a ces personnes-là qu'on ne choisit pas. Je rappelle que l'administration pénitentiaire ne choisit pas ses pensionnaires, ne choisit pas ses arrivants, et donc il faut faire avec les difficultés de la personne au moment de son arrivée. Et le cadre, c'est le surveillant en premier au quotidien qui est en contact en fait avec les personnes détenues, avec de nombreuses personnes détenues, et qui doit veiller à ce que les relations soient empreintes de respect. On dit les règles de politesse, la patience aussi. La patience, c'est quand même un maître mot en prison. En fait, tout ça, ça permet d'acquérir on essaye. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours, parce qu'il y a des fois des problématiques d'ordre médical, d'autres problématiques qui sont compliquées. Mais on essaie en tout cas de mettre un cadre de relation au quotidien. Le surveillant vraiment est le premier acteur de ça, pour que la personne sache que justement la violence des mots n'amène à rien si ce n'est qu'à la sanction disciplinaire, parce qu'on a un arsenal disciplinaire, on a un arsenal pénal aussi. Quand il y a des menaces envers nos agents, on porte plainte. Il y a en fait des moyens de contraindre la personne au moment de l'incarcération pendant toute la peine et de dire maintenant on se parle correctement, et c'est comme ça que ça marche. Parce que si vous nous parlez correctement, si vous parlez correctement au surveillant, si vous demandez correctement les choses, si vous y mettez du respect, et en face le surveillant va répondre à vos demandes, va être attentif, va vous aider. Alors que si vous l'insultez, que vous le menacez, évidemment ça va mal se passer. Y compris d'ailleurs entre les relations entre les personnes détenues, puisqu'on tient énormément aussi à ce respect mutuel envers finalement tout le monde. Et ça, c'est la base de tout, parce qu'il y a énormément de problèmes de violence. Et je raisonne avec des expériences au parloir, par exemple. On se rend compte à quel point le rôle du surveillant, il est majeur et central dans la vie d'un détenu, parce que ça devient son seul cordon ombilical avec un semblant de vie sociale. Et c'est vrai que le surveillant, il prend une importance incroyable lorsqu'on est en détention, et personne à l'extérieur peut se rendre compte à quel point les surveillants jouent un rôle d'équilibre et de mise en confiance des détenus qu'il faut vraiment mettre à l'honneur. Alors, et si je peux simplement rajouter, mais c'est vrai qu'à Baie-Mahault particulièrement, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, les surveillants sont des surveillants tous expérimentés, parce qu'ils ont tous passé 15 ans, par exemple, en métropole dans l'Hexagone, avant d'arriver ici. Donc ils sont expérimentés. En fait, par rapport à ça, j'imagine. Au métier. Ouais. Alors, ce sont des surveillants justement, qui ont été surveillants il y a longtemps, et qui ont souvent fait leurs armes dans toutes les grandes prisons parisiennes. Donc, qui ont tourné sur Fleury, sur Fresnes, sur Poissy, etc. Quand ils
ils viennent et quand il y a des places de fonctionnaires en fait au centre pénitentiaire de BMAO, ils ont souvent 15-20 ans d'expérience. Donc on a des personnels qui connaissent leur travail. Et ça, je crois que c'est fondamental pour comprendre l'équilibre qu'on arrive à obtenir sur BMAO, avec beaucoup de surpopulation, avec des conditions de détention difficiles. On arrive à obtenir un équilibre relationnel dont on parle, et voilà, grâce au travail des surveillants, parce qu'ils connaissent leur travail et qu'ils le font très bien. Alors, on parlait toutes les deux, quand on a préparé l'émission, d'une expérience assez incroyable de gens qui se sont révélés talentueux après des périodes de détention. Et ben, je vous laisse peut-être nous donner un exemple de modèle d'ancien détenu qui a pu... Alors on parlait effectivement du rôle des associations, parce qu'on parle du surveillant, mais il y a évidemment beaucoup de partenaires, comme je disais, qui sont au quotidien en prison, les enseignants de l'éducation nationale, les soignants, les médecins, les associations. Dans le cadre de ces associations, il y a par exemple Lire pour en sortir, qui est une association nationale qui intervient pour faire rentrer la personne détenue dans un parcours de lecture. Donc les livres, la liberté de penser, de s'évader aussi par l'esprit. Et dans ce cadre-là, Berthéwan, qui est en fait un artiste qui est intervenu il y a très peu de temps sur le centre pénitentiaire de BMAO, qui est une ancienne personne détenue, il s'en cache pas, qui a goûté aux joies du dessin en prison lors de sa période de détention, qui s'est rendu compte qu'il était doué pour ça, et qui maintenant est un dessinateur professionnel dont on trouve d'ailleurs tous les ouvrages en librairie. Donc voilà, alors ça n'arrivera pas à tout le monde, on n'est pas naïf, mais en tout cas ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des belles histoires et que surtout que chaque personne détenue peut avoir quelque chose à trouver en soi et à révéler. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, par exemple vendredi, j'en profite, Yasmina Khadra, qui est un très grand écrivain, vient sur la prison. On a aussi la ministre de la Culture de Haïti qui vient sur la prison parce qu'elle est écrivaine, pour pouvoir avoir des ateliers avec les personnes détenues, pour pouvoir justement parler des livres, parler de tout ça. Donc en fait, on ne connaît pas tout ça, on a l'impression qu'il ne se passe rien parce qu'on ne voit pas et on confond ne pas voir et ne pas savoir, alors qu'en fait, en prison, il y a énormément de choses qui se passent tous les jours. C'est un espace de créativité. Voilà, c'est une façon de redonner aussi l'espoir aux détenus de sortir de l'enfermement physique pour s'évader sur quelque chose. Développer. Voilà, se développer personnellement, voilà. C'est ça l'idée. Bien sûr, tous les possibles sont exploités pour permettre à la personne détenue de vivre le plus sereinement possible sa peine, même si parfois c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des obstacles en détention à la prévention de la récidive ? Et oui, parce que évidemment, on ne va pas faire un portrait idéal de la prison. La prison, on sait que notamment à BMAO, il y a une surpopulation record en maison d'arrêt hommes. On a 230%, les conditions sont difficiles. On sait aussi que la personne détenue qui va rentrer va être en contact avec son environnement, avec les personnes de son quartier, les personnes qu'elle connaît sur l'extérieur, et que c'est difficile des fois de sortir d'une posture, en fait. Il y a aussi évidemment tous les aspects médicaux. Une personne qui a des troubles du comportement, qui a des troubles psychiatriques, on en a beaucoup. Nous, on est un petit peu démunis, donc on se tourne vers le secteur médical pour la prise en charge. Il y a un suivi médical. Il y a un suivi médical très important. On a des psychiatres, des psychologues, on a des médecins, on a toutes sortes de spécialistes. Et heureusement, parce qu'il y a vraiment des personnes sur lesquelles, évidemment, les échanges ne suffiraient jamais à régler leurs problématiques d'addiction, leurs problématiques d'histoire de vie qui sont tellement difficiles que voilà, il faut des soins. Ouais. Donc oui, il y a de vrais obstacles. Je ne dépeins pas un schéma endémique de la détention, loin de là, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut s'y résigner, et c'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Au contraire, il faut faire beaucoup de choses. Et justement, il y a un lien qui se fait avec le centre de détention et la SPIP, donc, qui est de la Guadeloupe, qui permet de favoriser la réinsertion de ces personnes détenues. Comment ça se passe en fait ? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cette... Alors le SPIP, oui, c'est plus simple, qui va intervenir, dont la directrice va intervenir juste après moi. En fait, c'est un service pénitentiaire d'insertion et probation qui intervient et qui suit les personnes détenues, en fait toute personne condamnée en Guadeloupe, qu'elle soit en milieu fermé, donc les 700 personnes détenues du CP de BMAO, mais aussi ceux de Basse-Terre, ou qu'elles soient en milieu ouvert, donc qu'elles soient déjà intégrées à la vie civile dans le cadre de l'exécution de leur peine. Donc on est vraiment dans c'est un service pénitentiaire, elle va vous expliquer, mais effectivement, moi je dirige vraiment le milieu fermé, donc l'établissement, mais on est en lien quotidien sur tous les projets avec le SPIP, bien entendu, nous sommes très étroitement liés. Si on devait conclure, Moussef, c'est quoi votre pari, vous, pour la prison de BMAO ? Un pari ambitieux. Et moi j'ai envie de dire que la prison de BMAO, mais d'ailleurs comme toutes les autres prisons, tout le monde se mobilise pour faire en sorte que la prison réussisse là où toutes les autres institutions ont échoué, ce qui n'est quand même pas simple, parce que la peine de prison, ça arrive souvent quand il y a commission d'une infraction, quand la famille a échoué, quand le travail a échoué, quand toutes les institutions, l'institution scolaire a échoué, et j'ai envie de dire que le pari est beaucoup trop grand. On va essayer quand même de le faire et de le réussir, en tout cas de faire tout ce qu'on peut, mais on a besoin de l'aide de tous, on a besoin des acteurs de la vie civile.
et on a besoin que voilà, tout le monde œuvre, non pas la prévention forcément de la récidive, mais aussi la prévention d'une infraction tout simplement. Ce qu'il faudrait, c'est pas rentrer dans un schéma de délinquance en fait. Et tout ça, ça se passe avant la prison. Avant la prison. Et oui. Voilà. Ça serait le mot que j'ai envie de vous dire. Merci en tout cas, mesdames, pour votre invitation. Beaucoup. Merci d'être venues. Justement, on va parler du SPIP, et donc qui est une structure qui va favoriser l'insertion des gens avec Madame Nathalie Rambert. Voilà, le passage se fait. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous allez nous parler du SPIP, donc c'est ce qu'on peut dire. Oui, voilà. Alors, le SPIP, c'est donc une structure qui favorise l'insertion des personnes détenues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne un petit peu ? Donc, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est un service de l'administration pénitentiaire au sein du ministère de la Justice. Donc, nous avons une mission de prévention de la récidive dans le cadre d'un mandat judiciaire d'exécution d'une peine. Donc, nous intervenons à la fois auprès des personnes qui sont incarcérés, donc au sein des 2 établissements pénitentiaires de la Guadeloupe, mais aussi en milieu ouvert, auprès de personnes qui sont condamnées et donc suivies dans le cadre d'une exécution de peine en milieu ouvert. D'accord, milieu ouvert, est-ce qu'on peut définir peut-être oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne question. Alors du coup, d'abord, il y a une condamnation, alors la peine de référence est souvent la prison, mais il n'y a pas que la prison, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle des sursis probatoires, du travail d'intérêt général, tout un panel de peines que l'on peut exécuter donc en milieu libre au sein de la société finalement, et qui est donc pris en charge par notre service dans le cadre d'un mandat judiciaire. Donc ça veut dire travail d'intérêt généraux, c'est très vaste, ça peut être aussi à la fois dans des associations ou pas forcément. Absolument, on a besoin d'un partenariat très élargi pour pouvoir exécuter ce type de peine, mais je crois que ce qui est très intéressant, c'est la manière dont on prend en charge notre service le public condamné. Au niveau de la Guadeloupe, donc on prend en charge un peu plus de 2900 personnes, donc 900 personnes incarcérées au sein des établissements pénitentiaires et 2000 suivis en milieu ouvert. Et donc ce sont les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui prennent en charge ce public sur particulièrement, au-delà du contrôle de l'exécution d'une peine, c'est surtout l'aide à l'insertion et tout le travail d'accompagnement qu'on peut apporter auprès des personnes condamnées qui me semble vraiment important de mettre en avant. Et d'abord ce travail, lorsque le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation prend en charge une personne condamnée, un travail de relation de confiance avec la personne pour pouvoir l'aider un petit peu, l'aider à évoluer vers une sortie de la délinquance. D'accord, voilà. Donc ce conseiller pénitentiaire, en fait, sa mission, c'est d'accompagner la personne détenue dans sa réinsertion. Alors la personne condamnée, je tiens à préciser, voilà. Oui, elles ne sont pas toutes détenues. Voilà, absolument, elles ne sont pas toutes détenues, heureusement, parce que sinon, ma collègue aurait bien du souci à se faire, voilà. Donc du coup, c'est un travail à la fois de contrôle du respect d'obligations, mais aussi en effet d'accompagnement. Donc l'idée, c'est la personne, elle est accueillie au sein de notre service, elle est accueillie bien de façon contrainte, parce que je rappelle que c'est une condamnation. Il y a tout un travail qui est fait d'abord pour voir un petit peu par rapport au passage à l'acte, ce qu'il a amené là finalement, quel est son positionnement, comment elle se positionne par rapport à ce délit ou crime commis, pour voir un petit peu, pour peut-être faire tomber un peu des représentations qu'elle pourrait avoir par rapport à cet acte commis. Il y a aussi tout ça se passe dans le cadre de l'évaluation de la personne que l'on prend en charge, avec aussi voir un petit peu dans quel environnement social, ma collègue en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que lorsque les personnes détenues arrivent en détention, elles vont retrouver un petit peu des personnes de leur quartier. Là aussi, c'est comment finalement par rapport à l'environnement dans lequel vit la personne condamnée, est-ce qu'il y a des personnes sur lesquelles elle peut plus finalement s'appuyer, qui vont être, on va dire, positives, des personnes ressources sur lesquelles finalement qui va lui permettre d'évoluer positivement, ou des personnes peut-être qui vont être plus nocives, toxiques, absolument, et qui vont être plus des freins par rapport finalement à sa sortie de la délinquance, parce que je tiens à dire que l'objectif, alors nous restons modestes, mais que l'objectif c'est quand même de prévenir la récidive et d'éviter à nouveau que la personne récidive. Rechute, voilà. Et justement, ces conseillers, quels sont les moyens dont ils disposent en fait par rapport à leur
Donc, en fait, disons que par rapport à leur modalité d'intervention, ils vont intervenir surtout dans le cadre d'entretien individuel, parce qu'on parle d'individus, de personnes. Donc, je pense que pour évoluer, pour avancer, on ne peut que travailler spécifiquement et accompagner. C'est du temps. Ils ont besoin de temps parce qu'on n'avance pas, on n'évolue pas de manière rapidement. Hein, il faut ils vont travailler aussi avec toute une équipe, c'est-à-dire qu'on a des assistants de services sociaux, on a les personnels de surveillance, parce qu'on a aussi, on travaille aussi avec les personnels de surveillance, alors en détention, mais aussi dans le cadre de la surveillance électronique, c'est le SPIP qui gère la surveillance électronique. Et puis ils vont travailler avec, on a des assistants de services sociaux, psychologues, et on va travailler avec tout un réseau de partenaires, que ce soit, ma collègue en parlait aussi tout à l'heure, que ce soit des associations, mais aussi les services de l'État, pour accompagner notamment par exemple dans le cas d'une personne qui a des problématiques avec l'alcool, des problématiques toxicomanes. On va travailler avec tout le réseau XAPA, les services qui sont spécialisés dans cette prise en charge. Et puis sur le volet insertion professionnelle, on va travailler avec Pôle emploi, avec des associations pour l'insertion professionnelle. Donc on a tout un réseau qu'on doit mettre en mouvement pour leur permettre. Les soins médicaux, parce qu'il y a des injonctions de soins qui peuvent être ordonnées par le tribunal. Il y a combien de conseillers pénitentiaires? Vous avez un chiffre éventuellement par rapport sur la Guadeloupe? Oui. La Guadeloupe, j'ai 38 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Pour 900 2900 personnes. 2900 personnes. Ok. Voilà. 900 millions. Je pense que, après, c'est une sacrée date. Oui. C'est pour ça que il y a beaucoup de travail, mais je pense que c'est important de comprendre bien la démarche, en fait. C'est ça. Je pense que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est cette démarche de prise en charge individuelle. Alors, on fait aussi du groupe, du collectif, parce que c'est vrai que la prise en charge collective, on se rend compte que, au niveau, justement, tout à l'heure, je parlais de représentation. C'est important aussi d'échanger, que les personnes elles échangent entre elles, puis c'est pour le vivre ensemble aussi, parce qu'il y a toute cette notion aussi de communication entre les personnes, de gestion de ses émotions. Tout ce travail-là, on essaye de le mener de manière positive. D'accord. Donc quand même un gros travail de fond et puis une vraie volonté de pouvoir aider en fait ces personnes condamnées quand même, c'est ça. Et puis surtout la société, parce la société que aussi bien sûr. C'est la paix, la paix sociale, la tranquillité publique est en jeu. Et tout au bout de la chaîne judiciaire, de la justice, il y a ces deux femmes, qui ont des grosses responsabilités et qui restent dans l'ombre. Alors je voulais les mettre à l'honneur aujourd'hui. Et justement par rapport au fait que d'être femme dans un milieu carcéral, est-ce qu'il y a des difficultés, ou bien est-ce que c'est des vrais challenges que vous, personnellement, je parle pas en dehors de... Alors moi je pense que c'est peut-être plus à ma collègue chef d'établissement, parce que c'est vrai que, en ce qui me concerne, j'ai pas de... pour moi c'est pas un sujet en fait, voilà. C'est pas un sujet, voilà. Oui, parce que vous êtes dans un poste de direction, donc il n'y a pas le côté, il y a peut-être moins le côté contact avec la population. Quoique... Non, c'est, pour moi c'est pas le sujet. Moi, ce que je voudrais vraiment mettre en avant, c'est surtout le fait on est sur l'exécution d'une peine, mais on doit prendre en charge une personne avec l'idée de ce volet d'aide et d'accompagnement pour éviter la récidive, et on peut pas le faire seul. Il y a toute une équipe qui travaille sur les services. On arrive en bout de chaîne, on est les services de l'administration pénitentiaire. On travaille ensemble sur le sujet, mais avec un réseau de partenaires, un réseau de services, et c'est toute la société civile en fait qui est concernée par le sujet, parce que lorsqu'on parlait tout à l'heure d'associations, c'est vrai que c'est sur ce volet-là aussi qu'on s'appuie beaucoup pour la prise en charge de notre public, pour arriver à répondre à aux difficultés qu'ils vont rencontrer, et l'idée derrière, parce que derrière aussi il y a les
victimes. L'idée aussi, c'est que l'objectif, c'est que les personnes ne récidivent pas, qu'elles arrivent à comprendre aussi le passage à l'acte, ce pourquoi elles ont été condamnées, et que derrière, il y ait aussi une forme de restauration, en fait, finalement, de réconciliation avec la vie civile, avec les règles, avec le cadre. Tout à fait. Tout à fait. Et de responsabilisation, en fait. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Alors Caroline, si tu veux peut-être conclure cette... Je remercie Madame Rambert et Madame Moussef d'avoir accepté l'invitation. Je pense qu'on va faire d'autres événements, on organisera d'autres émissions parce que vraiment c'est important que les Guadeloupéens ils se rendent compte de tout ce que font finalement l'arsenal qui est à leur disposition pour qu'on puisse vivre en paix en Guadeloupe et en toute sécurité. D'accord, très bien. Merci en tout cas Madame Rambert d'être venue. Et merci à vous. On va enchaîner avec notre deuxième pause publicitaire. On reviendra tout à l'heure pour recevoir Edith Evrius, donc présidente de la commission TPE à la CCI de Guadeloupe, et Anansa de Vouton pour sa chronique Graines de créateurs. On revient tout à l'heure. Voilà, il est 13h34, vous êtes dans la troisième partie du ZCL et on va recevoir donc Edith Evrius qui est présidente de la commission TPE à la CCI des îles de Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. On va parler des nuitées du droit. Voilà. Et on a déjà sur le plateau Anansa de Vouton qui parlera tout à l'heure de richesse, donc dans sa chronique Graines de créateurs. Revenons sur les nuitées du droit. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu déjà global de cette manifestation ? Alors, les nuitées du droit, vous savez, à la Chambre de commerce, nous avons plusieurs commissions. Il y a la commission des très petites entreprises que je préside et qui a un planning d'action annuel. Parce que c'est vrai que le président de la Chambre, Patrick Vial-Collet, demande toujours de jouer une proximité accrue avec les très petites entreprises. Et ne voilà-t-il pas au registre CFE de la Chambre, nous avons à peu près 39 000 entreprises d'inscrits. Et nous avons parmi ces 39 000 entreprises, à peu près 98% qui sont des TPE. Et donc, à travers la commission des TPE, nous cherchons des sujets qui ont attrait à ces petites entreprises et dont le patron n'a pas toujours le temps de répondre à des questions ou alors il ne connaît pas toujours la solution. Et c'est pour cette raison que la semaine dernière, nous avions le brunch de l'innovation qui a très bien fonctionné. Il y avait à peu près 80 entrepreneurs. Et mercredi 29 au WTC, nous organisons la nuitée du droit. Parce que l'entreprise fonctionne, il faut de l'argent, oui, on y pense souvent, mais il faut aussi des informations qui ont attrait au fonctionnement administratif de l'entreprise. Et c'est pour cette raison que la Chambre de commerce a signé une convention avec l'association des jeunes avocates. Et c'est pour cette raison que nous travaillons de main de maître avec eux, puisque nous avons fait la première fois le parcours TPE avec l'association des jeunes avocats, c'était pendant la journée. Nous avons eu à peu près 115 ressortissants. Et là, on essaie d'équilibrer, parce qu'il y a les patrons des TPE ne peuvent pas tout le temps en journée laisser leur entreprise et venir chercher l'information. Et donc, c'est pour cette raison que cette fois-ci, à la commission des très petites entreprises, nous avons décidé de faire la nuitée du droit de la TPE. Donc en fait, du coup, pendant cette nuitée, il sera l'occasion de poser des questions administratives, enfin pas que administratives, mais au niveau du droit de l'entreprise et comment tout à fait. Optimiser en fait. Oui, tout à fait. Je vais vous dire, donc je prends ma petite feuille. Hein. Oui, bien sûr. Donc nous avons à peu près 5 thèmes qui vont être débattus, dont la fiscalité et la micro-entreprise. Nous avons le licenciement disciplinaire. Nous avons aussi comment choisir la forme juridique de son entreprise, puisque quelquefois, soit le patron, il a déjà créé l'entreprise et il se rend compte qu'il s'est trompé sur la forme juridique, donc il veut modifier, ou alors soit il y a des patrons en devenir et qui ne savent pas quelle forme juridique donner à l'entreprise. Donc nous aurons ce thème-là. Nous aurons
aussi un autre thème comme les procédures pour les entreprises en difficulté. Quelquefois, le patron s'aperçoit que son entreprise commence à connaître des difficultés et il est plutôt inquiet parce que, bon, vous savez, c'est l'anxiété qui prend la place, c'est l'angoisse, c'est le stress. Et donc, il ne pense pas à peut-être solliciter même la chambre de commerce qui peut l'orienter vers un professionnel. Nous avons aussi le thème le licenciement disciplinaire. Et nous avons la rupture conventionnelle. Parce que quelquefois, un salarié qui travaille dans une entreprise depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, a pris de l'expérience et veut créer sa propre boîte. Et donc, il ne veut plus rester. Et donc, avec le patron, il trouve une solution de licenciement amiable. Donc, nous allons débattre il y aura pas moins de 5 avocats et qui seront dans cette nuitée. Donc, ça aura lieu au WTC à partir de 18h. Donc, je demande à tout le monde, tous les entrepreneurs, les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, de venir chercher des informations à travers cette nuitée. Parce que là où c'est bien, c'est aussi quand les avocats ont fini de présenter les thèmes, on peut faire des rencontres B2B, avocats, entrepreneurs. Comme ça permet de décomplexer l'entrepreneur qui était peut-être hésitant, qui ne voulait pas aller voir l'avocat, et ça permet aussi de lier des contacts avec des informations juridiques dont l'entrepreneur n'avait pas. Donc en fait, c'est à la fois pour des entrepreneurs en devenir et actuels s'ils veulent réadapter leur entreprise et trouver le meilleur statut. Enfin, on ne parle pas que de statut. Hein, non, on ne parle pas que de statut, on parle de fiscalité, de la micro-entreprise. Voilà, de trouver des conseils, des ressources pratiques en fait pour leur et oui, et puis pour ne pas se tromper aussi, bon, ça évite d'avoir peut-être des histoires un peu sordides avec les salariés, parce que bon, quand le patron il connaît pas, quelquefois il veut faire à sa tête, le salarié aussi, mais là bon, quand le droit, ils connaissent le droit, quand le patron connaît le droit, je dis pas qu'il va connaître très bien, qu'il va maîtriser, et quand il a aussi les questions, les réponses aux questions juridiques, ça évite des problèmes, puisque bon, déjà l'entreprise, nous sommes dans une période très compliquée, donc les entreprises connaissent déjà des difficultés, donc c'est aussi éviter le patron d'avoir à gérer d'autres questions administratives, juridiques qu'il ne gère pas pour autant. Et donc, c'est notre rôle à la Chambre d'accompagner les TPE en leur donnant des conseils et aussi en faisant des forums, des actions pour pouvoir un peu diluer l'information. Nous sommes facilitateurs entre les entreprises et les partenaires de l'entreprise. Et justement, vous avez parlé tout à l'heure du brunch qui s'est déroulé, c'était la semaine dernière. Est-ce que c'était différent ou est-ce que c'est une prolongation? Est-ce que c'est les mêmes personnes qui peuvent venir ou bien c'est complètement... Oui, parce qu'au brunch, il y a eu beaucoup de personnes. Nous avons parlé, justement, j'ai parlé de ce forum. Beaucoup de personnes se sont inscrites déjà pour venir, puisque, vous savez, avec nous, c'est l'information qu'on diffuse. Donc, la semaine dernière, c'était au domaine de Val-en-Breuse, notre lieu, puisqu'on a parlé d'innovation, puisque, bon, qu'on le veuille ou non, avec le développement durable, on est obligé de penser innovation. C'est aussi notre rôle d'attirer l'attention des entrepreneurs en leur disant faites attention, parce que là, nous entrons dans une autre dynamique, une autre manière de commercer, d'autres entreprises voient le jour. Il y a déjà des entreprises qui ont déjà leur habitude, il y a des entreprises qui ne fonctionnent pas totalement bien. Peut-être aussi que c'est le moment de se transformer, c'est le moment de se reconvertir. Donc, on a eu une assistante très, très, très à l'écoute des différents partenaires et on a profité de vendre aussi cette manifestation-là. Mais c'était totalement différent. Donc là, c'était sur l'innovation, attirer l'attention des entrepreneurs qu'il faille réfléchir sur une autre façon de commercer. Là, nous allons attirer leur attention sur le droit dans l'entreprise, avec les salariés, avec eux-mêmes. Et puis nous allons aussi parler de la retraite de l'entrepreneur, parce que souvent aussi c'est une question qui est mise de côté. Et la première semaine de décembre maintenant, nous serons à Marie-Galante avec la matinée de la finance.
Donc j'espère que Canal 10 me recevra pour parler, puisque nous serons dans les îles du Sud. Nous serons en présentiel à Marie-Galante, à l'antenne de la Chambre de commerce qui se situe à Saint-Louis de Marie-Galante, mais nous serons connectés avec Terre de Haut, Terre de Bas et les Saintes, et Désirade, pardon. Donc c'est une commission qui a tout son pesant d'or à la Chambre, et qui est une commission transversale et qui met en place la politique du président via le collet. Très bien. Donc, la nuitée, c'est ce mercredi. Est-ce qu'on peut s'inscrire? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce que c'est gratuit? C'est payant? Enfin, voilà, petit détail technique. Ce sont les informations gratuites. C'est vrai que nous avons un problème. Je profite d'en parler puisque vous me posez la question. C'est vrai que le président via le collet, il est très ennuyé parce que la CFCI, qui est la maison mère des chambres de commerce qui se situe à Paris, demande maintenant aux chambres de commerce de faire payer les prestations aux ressortissants. Donc là, il se bat parce que lui, il n'est pas dans cette dynamique, il n'est pas dans cette logique, parce qu'on sait déjà que les entreprises ont du mal déjà à faire des recettes, que les entreprises ont du mal à avoir un haut de bilan un peu équilibré, et donc c'est pour cette raison qu'il refuse pour le moment, mais je pense à un moment donné, on sera obligé d'être dans le faire payer. Et donc, vous m'avez posé quoi? Alors, on a encore de la place. Donc, j'invite les ressortissants à faire le 05 90 99 14 90 ou le 0590 99 14 98. En tout cas, nous attendons tout le monde et c'est gratuit. D'accord, inscription jusqu'à mercredi 15h. Jusqu'à mercredi 15h, les ressortissants peuvent s'inscrire. D'accord, mais on reviendra sur tout ce que vous proposez avec grand plaisir, en tout cas sur les îles de Marie-Galante et les dépendances. On va faire juste un petit retour sur le bilan du SIOM qui s'est déroulé sur Paris, et donc Maurice Cessé a fait un reportage. On voit ça ensemble et on revient après avec Anansa de Vouton sur sa chronique. Dans le cadre du suivi et de la mise en application des décisions issues du SIOM, le comité interministériel des Outre-mer, le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, a consacré 2 journées entières pour faire un bilan d'étape en présence des présidents d'exécutifs locaux, parlementaires et présidents d'associations des maires des territoires ultramarins. Sur les 72 mesures issues du SIOM, dont 10 sont déjà effectives et 15 en cours de finalisation, l'objectif de ces réunions est d'accélérer la mise en application des autres mesures. Philippe Vigier, qui a reçu donc mercredi une délégation de Martinique et de la Guyane, réaction de 2 élus de Martinique, Justin Pamphile, président de l'association des maires de Martinique, et la sénatrice Catherine Conconne à l'issue de la réunion. Alors, ce matin, nous avons passé en revue les opérations qui sont soit engagées ou opérationnelles. Sur la méthode, effectivement, il y a des opérations aujourd'hui qui vivent et qui sont intéressantes, importantes. Par exemple, la question des étudiants, la bourse, l'augmentation de la bourse des étudiants. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose au regard de leur situation. Il y a d'autres sujets sur la BPI qui ont été abordés. Moi, je pense que la méthode est bonne. Elle est bonne parce que tous les 3 mois par trimestre, ça nous permet effectivement de vérifier ce qui avance, ce qui est finalisé et ce qui est opérationnel. Et à partir de ce moment-là, les autres opérations qui sont inscrites dans le SIOM, s'il faut effectivement les ajuster au regard de ce qui est déjà inscrit et l'état de leur avancement, et ça permet effectivement d'actualiser le document. Et puis ce que j'ai apprécié surtout, c'est que nous avons eu la possibilité d'intervenir sur des sujets qui n'étaient pas spécialement inscrits au SIOM et qui étaient importants. Les élus guyanais étaient plutôt déçus de ces 2h30 de discussion. Réaction de Gabriel Serville, président de la CTG, collectivité territoriale de Guyane, du député Jean-Victor Castor, mais également du ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier. C'était un moment et des réunions utiles, monsieur Serville. J'ai envie de dire que toutes les réunions sont utiles. Chaque fois qu'on se donne le temps de parler, de discuter, c'est utile. Après, la vraie question, c'est quel est l'objectif ? Moi, je considère que ce qu'on a dit aujourd'hui, on aurait pu le dire dans un cadre différent. Et les échanges ont été très tendus, très houleux, parce que nous avons tenu à faire entendre à monsieur le ministre que la Guyane vit des problématiques qui sont particulières
et qui nécessitent que des décisions précises soient prises. Aujourd'hui, j'avais l'impression d'être dans un hypermarché en train de faire des courses que je mets dans un caddie. Alors qu'il nous faut avoir une vision globale du territoire. Il y a des questions de fond qui se posent. Ce n'est pas pour rien que depuis de nombreuses décennies, les Guyanais ont fait le choix de réclamer d'aller vers une évolution du cadre institutionnel. Et contrairement aux annonces qui ont été faites par le président de la République depuis de très nombreux mois, on a l'impression de stagner, on a l'impression de ne pas avancer. Voilà, on va enchaîner avec notre chronique, donc Graines de créateurs avec Anansa de Bouton. On lance le générique. Alors, bonjour Anansa, on va parler de richesse. On va parler de richesse aujourd'hui. Oui. Alors, j'ai choisi le thème parce que tout entrepreneur souhaite créer d'abord de la richesse parce que c'est pour ça qu'on crée une entreprise. Oui. Mais du coup, avant, il fallait faire une petite mise à jour sur la richesse et après parler de richesse financière. Donc, du coup, je commence quand même par le début. L'origine, non, même pas l'origine même du mot, qui est un mot germanique qui était à la base ric et qui voulait dire puissant. Et en fait, pour ça qu'on appelle aujourd'hui, qu'on faisait souvent la comparaison entre les personnes qui sont riches, on considérait que c'était eux qui étaient puissants. C'est d'où, c'est la source du mot. Et aussi le mot riche, en fait, ça définit l'état de quelqu'un ou d'un groupe qui possède une grande fortune et qui a beaucoup de biens. On peut appeler ça comme ça. Donc du coup, la richesse, on va considérer que c'est de l'abondance, c'est de l'opulence, c'est de la fortune ou du luxe. En tout cas, pour reconnaître à peu près la richesse, il y a quelques critères. Moi, ma définition de la richesse, c'est celle que vous considérez qui vous appartient. C'est-à-dire que vous êtes riche de tout ce que vous avez décidé, donc que vous avez. Donc ça peut être vos valeurs, votre vision, vos idéaux. Ça peut être aussi de la richesse financière, si vous l'avez, matérielle. Mais on va en parler tout à l'heure. Donc du coup, c'est ce que vous faites pour vous sentir puissant, pour revenir sur la base au départ qui était la définition du mot ric, qui se définissait comme puissant. Donc c'est tout ce qui vous fait vous sentir en tout cas puissant. Donc c'est pas que de l'argent. C'est pas que de l'argent. Donc du coup, je vais parler de quelques exemples de richesse. Alors il y a la richesse financière, qu'on connaît, qui est la plus populaire, donc du coup ça peut être mais on peut la représenter autrement que de l'argent. Ça peut être pour du travail ou des actions qu'on possède. C'est une richesse financière. Il y a des richesses naturelles qui sont plus communes mais qu'on ne reconnaît pas parce que du coup elles sont considérées comme acquises. Donc c'est l'eau, la nature, la terre, l'air, enfin tout ce qu'on a en abondance mais qu'on ne reconnaît comme richesse que quand on ne l'a plus. Il y a aussi toutes la partie spirituelle, donc tout ce qui est la foi, les croyances, l'identité, la mission. Il y a la partie matérielle, donc ce qu'on possède, qui n'est pas forcément financier, parce que c'est un objet, ce qu'on possède d'immobilier ou des œuvres d'art. Donc du coup, c'est une richesse, parce que ça a une valeur. Donc c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte forcément. Tout ce qui serait richesse intellectuelle, tout ce qui serait savoir-faire, concept, connaissance sociale et affective. C'est une richesse d'avoir des fois sa famille, des amis, un compagnon, des relations même professionnelles et relations même autres. Tout ce qui serait culturel, tout ce qu'on défend, mais par exemple en Guadeloupe, on est très accroché à tout ce qui est valeurs culturelles, etc. qu'on va défendre, donc ça peut être une histoire. Ça va être aussi les traditions, tout ce qui sera artistique et l'éducation. Et je rajoute tout ce qui est valeurs et richesse personnelle. Donc, c'est toutes ces capacités qu'on a, toutes ces valeurs, toutes les compétences, ces expériences. Le fait de pouvoir dire oui ou de dire non, c'est très important. Et le savoir-être. D'accord. Comment on fait pour créer donc, la richesse ? Alors, pour créer de la richesse, il faut déjà être conscient de ce qu'on a. Donc, c'est-à-dire que quand on pense qu'on est pauvre, moi, ça m'est arrivé il y a quelques années où j'étais persuadée que j'étais pauvre, mais pourtant, j'avais des entrées d'argent régulières, etc. Mais j'avais vraiment le sentiment d'être pauvre. Donc, mais du coup, j'ai dû faire un petit check-up autour de moi et me rendre compte de la valeur de tout ce qu'il y avait autour de moi. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, c'est une première chose qu'on peut faire. Rendre le présent parfait avec sur le même chemin, en fait, sur la même idée, en tout cas, du premier. Être reconnaissant et être dans la gratitude de ce qu'on a. S'appuyer sur les ressources naturelles qui sont autour de nous et qui sont naturellement, par exemple, nos capacités. Donc, ça peut être l'environnement qu'on a autour de nous.
Et moi, je donne des exemples, mais en fait, il y en a plein qui peuvent venir même de chaque personne. Ce que la personne va considérer comme étant sa richesse et sa richesse. Donc, je ne vois pas trop d'exemples qui pourraient venir comme ça, mais en tout cas, les personnes à qui ça va parler ou qui ne se verront pas ou se reconnaîtront pas dessus, s'il y a quelque chose qui viendrait, mais en fait, c'est OK pour elles aussi. Voilà. Qui peut créer la richesse? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Mais tout le monde peut créer. Mais d'ailleurs, c'est la base de Graines de Créateurs. Oui. Nous sommes tous des créateurs. Il suffit de juste planter ou de choisir d'entretenir son propre jardin. Donc tout le monde peut créer. Est-ce qu'il y a un moment particulier où on peut créer? À partir du moment qu'on a décidé d'être riche, on l'est. Donc ça arrive à tout moment. Et si on a prévu d'être riche, on commence aujourd'hui. Pour demain. Est-ce qu'il y a des freins justement à accéder à la richesse? En fait, les freins, ce serait tout ce qui serait les messages contraignants, c'est-à-dire les croyances qu'on a qui pourront nous freiner, les pensées négatives, l'environnement. C'est très important. Moi, je sais que j'avais un environnement qui était pour moi sain, bienveillant et qui était prospère, en tout cas pour moi. Et du coup, j'ai dû faire un petit peu de ménage tout en respectant l'autre, parce que chaque personne m'apportait à sa manière quelque chose. Et du coup, j'ai dû faire le tri sur ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Donc du coup, l'environnement est important. Il faut choisir les personnes avec qui on va parler, etc. Et du coup, aussi la mauvaise gestion de ses émotions. Ça aussi, ça peut être un frein. C'est un très gros frein aussi. Il est très important. C'est vraiment à prendre en compte. D'accord. Et comment créer de la richesse financière, du coup? Alors, comment on va rentrer dans le vif du sujet? Déjà en travaillant, le basique, donc du coup, c'est déjà chercher un travail, etc. En mettant de l'intelligence et de l'amour dans tout ce qu'on va faire. Mais du coup, ça voudrait dire de mettre une stratégie en place pour pouvoir atteindre un objectif. Et en fait, au bout du projet, il faut que ça ait du sens. Donc du coup, ça devrait très bien se passer. On peut aussi investir dans des actions, dans du capital, dans de l'immobilier. Ce sont des exemples en créant une entreprise, un concept, un projet et en faisant attention à ses dépenses. Alors, je l'ai mis en dernier, calculé, fait avant compter, parce que du coup, moi, je le vois beaucoup avec les personnes que j'accompagne, les entreprises que j'accompagne au quotidien. Ils sont beaucoup sur facturer, mais souvent, ils ne voient pas en fait le flux qui sort. En fait, c'est comme si on a une poche qui a un trou, on aura beau déposer de l'argent, mais ça va partir. Et c'est aussi bien valable, c'est autant valable en entreprise que dans la vie privée. Il y a plein de personnes qui ne se rendent pas compte de ce qui part des flux. Voilà. Voilà. Et pourquoi créer de la richesse? Parce que c'est pas une obligation. Alors, on crée de la richesse à partir du moment qu'on en a besoin. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la richesse est propre à chaque personne. La richesse aujourd'hui peut être pour quelqu'un, ça serait d'avoir une belle voiture. En fait, comment dire? Une personne qui va considérer qu'en fait, il sera riche le jour où il aura une voiture, en fait, tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il n'est pas riche. Donc en fait, comprendre ce que c'est la richesse et de l'entretenir et de la valoriser, d'être reconnaissant, etc., ça permet en fait de toujours se sentir en gain et pas en manque. Et donc du coup, on ne peut qu'aller en progressant et en prospérant en fait, tout simplement. En expansion. Et c'est plus facile d'atteindre son objectif qui est d'être, si c'est d'être en tout cas, riche financièrement. Mais la richesse n'a pas de loi. D'accord. Est-ce que du coup, il y a une citation, quelque chose qui pourrait être en lien avec la richesse que tu voudrais mettre en avant? Alors, je voudrais mettre en avant une que j'ai créée, parce que du coup, c'est comme moi, j'ai fait mon bout de chemin et que j'ai fait mon nettoyage personnel, que ce soit autant entrepreneurial que personnel. Je me suis rendu compte qu'en fait, que j'étais riche de tout ce que j'avais et de tout ce que j'étais. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, je suis riche de tout ce que j'ai, de tout ce que je suis. Et j'invite tout le monde à se rendre compte de sa richesse à l'instant T, au moment où il en prend conscience, tout simplement. Très bien. Est-ce qu'il y a des rendez-vous sur lesquels tu souhaiterais nous parler? Alors du coup, j'invite en fait tous les entrepreneurs ou même les personnes en particulier qui se sentent justement en manque ou qui ont besoin de pouvoir créer ou qui procrastinent, de prendre contact avec moi, coaching GPM. Et je suis aussi présidente d'une association humanitaire qui s'appelle Ikaï Alomi et on fait une conférence gratuite au début du mois, c'est en ligne, donc l'inscription c'est sur le site internet, sur le harcèlement sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc du coup on invite les personnes
que ça pourrait intéresser à s'inscrire sur le site. Est-ce qu'il y a un lien, quelque chose sur... Alors, le site internet, c'est www.ekayalomi.com. Mais du coup, ils peuvent aller aussi sur les réseaux Instagram et du coup, ils trouveront le lien sur la bio et pourront s'inscrire. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. On va conclure l'émission et revenir alors sur les différents invités qu'on a pu avoir aujourd'hui. Donc avec Michel Mado, nous avons parlé de Ontiziedou qui aura lieu ce soir en hommage à Anzala, donc sur les abîmes, à partir de 19h. On a aussi parlé avec Valérie Moussaf et Nathalie Rambert, ainsi que Caroline Alix de la lutte contre la récidive et comment l'accompagnement a été réalisé pour les personnes condamnées en milieu ouvert ou fermé. On est venu avec Edith Evrius parler de la nuitée du droit, donc qui aura lieu ce mercredi au WTC, l'occasion pour les TPE de trouver les clés de réussite pour leur entreprise. On vient de parler avec Anansa Devouton de la richesse et on aura la suite, j'imagine, sur une prochaine chronique sur comment devenir riche et qu'est-ce que c'est la richesse déjà dans un premier temps. Au niveau de l'information du jour, on a parlé de la marche blanche qui a eu lieu ce week-end donc à Port-Louis suite au décès de Gary Dick, une façon de dire stop aux armes et à la violence. Une journée aussi a été réalisée au niveau du syndicat des pharmaciens de Guadeloupe, l'occasion de parler de l'évolution du métier des pharmaciens et de comment ils peuvent être acteurs et de santé pour notre population. Nous sommes aussi allés à Sainte-Rose voir le marché de Noël pour les résidents de l'EHPAD Les Roses de Lima, l'occasion de venir sur leur lieu de vie et de parler des produits artisanaux qui ont pu être mis à l'honneur. On a évidemment parlé de l'enterrement de Henri Bangou ce week-end, donc ce dimanche, qui s'est déroulé sur la commune de Pointe-à-Pitre. Voilà pour l'actualité du jour. Il est 13h59. Nous avons, le mot du jour, pardon. On n'a pas parlé du mot du jour aujourd'hui, donc Doubout Poufebec, pas laisser Koao pencher, donc ne pas se laisser aller, ressaisis-toi. Donc voilà, c'est extrait de l'ouvrage de Marie-Noël Recoq et Moïse Benjamin. Donc voilà pour la parole à Pays-là du jour. C'était tout pour